Rapport introductif sur la prise en charge de l'allongement de l'espérance de vie et des formes d'accueil d'hébergement des aînés présenté par Monsieur Evan, Mesdames Kapompolé, Nikolic et Van Dorp. Écoutez, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre, évidemment, je suis honorée avec mes collègues de vous présenter un travail qui nous a pris quand même de nombreux mois. Vous le savez toutes et tous, la commission spéciale Covid a quand même mis en lumière les difficultés qui persistent en matière de vieillissement dans notre région et de nombreux témoignages ont rappelé la nécessité de développer constamment l'accompagnement, les formes d'accueil, d'hébergement de nos aînés. C'est pourquoi, dans la foulée des recommandations de cette commission, j'ai été contactée par ma collègue Diana Nikolic, qui était désireuse d'approfondir la question dans le cadre d'un rapport introductif axé sur les enjeux en matière de vieillissement. Alors, je vous en ai parlé, Madame la Ministre, à l'époque, et vous m'aviez rappelé que Laurent Evart était également intéressé et avait déjà pas mal interpellé sur ces sujets. Ensuite, Mathilde Van Dorp nous a rejoints pour un travail que l'on voulait, que l'on veut, destiné à dépasser les clivages politiques et les logiques partisanes. Et à ce stade, je voudrais dire que ce travail, il ne fait finalement que commencer. Nous aurons encore... on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tout à l'heure, des auditions, des visites de terrain à faire. De toute façon, le processus de vieillissement et la façon dont on vieillit en région wallonne évoluera encore dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc, c'est un travail qui associera évidemment l'ensemble des membres de cette commission, tout parti confondu. Et donc, je voudrais insister là-dessus. Je voudrais quand même dire qu'une fois que le groupe de travail a été constitué, Stéphane Adam, qui est professeur à l'Université de Liège, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, a été désigné pour nous accompagner en qualité d'expert externe. Il nous avait vraiment fait forte impression lors de son audition dans le cadre de la commission spéciale Covid, par son expertise d'abord, mais aussi par son approche iconoclaste et aussi briseuse de tabous. Et on veut absolument briser les tabous en matière de vieillissement. Je voudrais dire quand même que l'ensemble des collègues m'ont permis d'être un peu la coordinatrice du groupe de travail. Et là, c'était vraiment le respect au vieillissement, en tout cas la plus âgée du groupe. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, et c'est vrai, je voudrais insister par rapport à cette motivation. Finalement, je rappelle souvent que le bien vieillir concerne tout le monde parce que nous sommes toutes et tous des seniors en devenir. Et je pense que même pour nos enfants, ils bénéficieront sans doute de cette approche qu'on a voulu vraiment transformatrice par rapport à un regard aussi qui doit changer sur le vieillissement au sein de notre société, parce que l'agisme est véritablement une discrimination qui est encore trop présente dans notre société. Alors, je voudrais aussi dire que par rapport à toutes les perspectives que nous avons, on le sait bien, le point de vue et l'écoute véritable de la personne âgée est principal et principiel, parce que c'est finalement elle qui connaît mieux que quiconque ses besoins, et beaucoup trop souvent, on a eu tendance à faire les choses à la place d'eux. Je vais dire, peut-être en termes d'introduction, je voudrais m'arrêter là et dire que par rapport au déroulé de notre présentation, je céderai la parole, ou plutôt Monsieur le Président cédera la parole à Diana Nikolic, Mathilde Van Dorp et Laurent Evart pour qu'ils présentent aussi, à l'instar de ce que j'ai fait à l'instant, leur motivation à effectuer ce travail. Ensuite, Stéphane Adam nous expliquera le contexte et la méthodologie utilisée. Et puis, la parole reviendra à nous en tant que parlementaires pour présenter les différentes recommandations. Et enfin, notre expert conclura et présentera quelques perspectives par rapport au travail encore à réaliser. Merci. Merci Madame Kapompolé. Je vais donc suivre votre fil rouge et passer la parole à Madame Nikolic.
Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir perdu un peu de temps au niveau de la technique, je serai bref parce que Madame Capompolé a très bien introduit le sujet et nos motivations que nous partageons tous les quatre. Clairement, juste pour réinsister sur 2-3 points, la crise Covid a été un révélateur de problèmes qui préexistaient dans les maisons de repos et de soins, et un révélateur de ce besoin de proposer autre chose pour permettre aux Wallons de bien vieillir. Moi, j'insisterai vraiment sur la recherche de solutions innovantes en amont du placement en institution. Et alors, un petit mot par rapport à l'expert qui nous a accompagnés, Stéphane Adam. Je pense qu'il a effectivement impressionné tous ceux qui ont eu l'opportunité de l'entendre dans le cadre des auditions de la commission spéciale Covid. Et on l'a vraiment pris, enfin, je l'avais suggéré pour être cette balise. J'ai régulièrement parlé d'un phare, non pas dans la nuit, mais pour bien nous guider et qu'on reste bien sur la route, nous empêcher en fait de dévier et de sombrer, en parlant de phare, dans un agisme bienveillant qui parfois fait plus de mal que de bien. Joël l'a dit, l'objectif ici était de penser non pas à la place des personnes âgées, mais vraiment pour elles et avec elles. Et Stéphane nous a beaucoup aidé à bien garder cela en tête pendant tous nos travaux. Voilà, je m'arrête ici, parce que je pense qu'il sera surtout important que l'on puisse s'attarder ensuite sur les recommandations. Merci Madame Nikolic. Madame Van Dorp, je vous cède la parole. Merci. Comme le disait Diana, c'est vrai que la crise Covid a été un révélateur, entre guillemets, grand public par rapport à la situation, notamment dans les maisons de repos. Mais ça fait des années qu'on y travaille. On sait que sous la législature passée, et Joël était déjà sur les bancs avec moi aussi à l'époque, on a déjà énormément travaillé, quand c'était Maxime Prévost et Alda Gréoli qui étaient ministres, à des évolutions au sein des maisons de repos, mais aussi justement pour permettre d'avoir une prise en charge à domicile la plus longue possible pour que les gens puissent rester chez eux le plus longtemps possible et dans leur cadre de vie le plus normal possible. Et donc quand cette idée a été lancée de mener un rapport, pour moi c'était essentiel de pouvoir m'y impliquer dès le début et, comme le disait Joël, de passer au-dessus des clivages politiques, de dire il y a un travail qui se fait par la majorité et vraiment dire j'ai envie de pouvoir m'impliquer parce que c'est l'affaire de tous et il faut qu'on puisse s'y impliquer tous ensemble. Et donc voilà, je ne serai pas plus longue non plus dans l'introduction, car en effet je pense que autant s'attarder sur les recommandations. Merci Madame Van Dorp. Monsieur Evart. Merci Monsieur le Président. C'est vrai que le Covid a été un révélateur de la fragilité dans les maisons de repos et du fonctionnement des maisons de repos. J'aimerais rappeler aussi que la déclaration de politique régionale avait déjà pointé qu'il fallait étudier et voir un peu comment travailler autrement dans les cohabitations en milieu de vie et sortir de l'institutionnel. Et c'est vrai que voilà, la crise Covid a accéléré le mouvement et la nécessité d'avoir une autre approche en Wallonie de l'accueil de nos aînés. Et donc simplement, je remercie mes collègues d'avoir pu participer avec eux à ce travail de découvrir différentes pistes, différents acteurs qui font déjà des choses sur le terrain et de pouvoir les mettre ici en valeur dans ce rapport et de dire qu'on va aller plus loin et peut-être développer beaucoup plus d'initiatives. On ne peut que s'en réjouir. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Adam pour faire sa présentation. Merci Monsieur Evart. Donc j'ai bien suivi. C'est maintenant parole à l'expert. Pardon. Monsieur Adam, vous avez la parole. Bien. Bonjour. Donc naturellement, il est difficile de parler de vieillissement et de contextualiser les choses sans passer par le préalable obligé qui est la question de la démographie. Et je voulais sortir un peu d'une présentation classique de la démographie en vous présentant un peu l'évolution démographique
prévu sur la Belgique entre 1950 et 2050, donc sur les 100 années qui vont suivre. Vous avez ici à droite, c'est l'évolution de l'espérance de vie, donc qui dans les années 50 était de 65 ans. Vous voyez ici la ligne bleue qui est la limite en dessous de laquelle on est considéré comme population active, au-dessus de laquelle on est considéré comme population moins active. Vous avez les hommes et les femmes entre gauche et droite. Et sur la gauche, vous avez alors le nombre d'enfants, le nombre de naissances qui va évoluer. Ce que vous allez voir, c'est qu'on va avoir une augmentation de l'espérance de vie, mais une baisse progressive aussi de la natalité. Et ça va vous permettre... Voilà. Vous allez voir la vague démographique qui arrive et qui est liée, entre autres, aux naissances baby-boom des années 60, 70. Et donc on va voir l'animation commencer. Donc la vague se constitue tout doucement en base avec un haut taux de natalité à ce moment-là. Et puis le taux de natalité va baisser. L'espérance de vie continue à augmenter. Et on voit ici la situation dans les années 90. La situation pratiquement des années 2000, début des années 2000. La situation actuelle, et vous voyez que le gros de la vague n'est pas encore derrière nous. Donc on est dans la vague, mais le gros, c'est pour effectivement 2035, à peu près, quoi. Et donc ça, c'est un élément qui est vrai dans la plupart des pays industrialisés et qui soulève une série d'enjeux et de questions. Si on prend ici les populations, on va dire beaucoup plus âgées, les 80 ans et plus, on a une augmentation de 50% des 80 ans et plus entre les années 90 et les années 2013. Et cette situation est vouée à encore perdurer dans le temps. Alors c'est bien, puisque c'est lié aux progrès qui ont été faits de la médecine. Donc, mais comme toute chose, il n'y a pas un médicament qui génère que des effets positifs et pas d'effets secondaires négatifs. Il y a une série d'enjeux que ça soulève. Cette vague démographique, elle est vraie dans la plupart des pays, elle est encore plus vraie en Asie. La réaction d'une population face à une vague, en général, c'est de repousser la vague. Quand on a une vague d'émigrés qui arrive de la Méditerranée, réaction de la population que je ne partage pas comme la plupart d'entre vous, c'est repousser la vague. Que va-t-on faire pour gérer tous ces émigrés qui arrivent? Quand il y a une vague de personnes âgées qui arrivent, on a aussi une tendance à repousser la vague. Et donc, ce qui fait que nous sommes encore plus, à l'heure actuelle qu'en tout temps, dans une société agiste. L'agisme est un thème qui renvoie au fait que tout ce qui est associé de près ou de loin à une personne d'âge plus avancé va être traité, connoté et abordé de façon négative. La fiche de Tati Daniel, elle ne vous connaît pas encore, mais elle vous déteste déjà. Tous ces vieux à la caisse de l'aise à 7h du soir, alors qu'ils font exprès d'embêter les jeunes, ils ont toute la journée pour faire... Enfin voilà, ça c'est des choses, je vois bien les pupilles dilatées chez certains qui disent « Ah ouais, c'est vrai ». Ça c'est de l'agisme. Et le pendant inverse de l'agisme qui est tout aussi négatif, c'est le jeunisme. Vieillir, c'est pas bien. Il faut donc tout faire pour éviter de vieillir avec les développements de techniques de chirurgie et autres pommades miracles, dont les résultats ne sont pas toujours probants. Et donc ça, cette vision négative du vieillissement génère une discrimination de la population âgée. Et j'aime à rappeler chaque fois ces statistiques Eurobaromètre qui sont réalisées à intervalles réguliers. Donc vous êtes-vous déjà senti discriminé du fait de votre âge, agisme, de votre sexe, sexisme, de votre origine ethnique, racisme, de votre religion, de votre orientation sexuelle? Quantitativement parlant, la population la plus discriminée actuellement en Europe, ce sont les personnes plus âgées. Et quand on dit plus âgées, c'est avoir plus de 55 ans. Le but ici est de vous déprimer. Donc la population la plus discriminée en Europe, ce sont les personnes de plus de 55 ans, quantitativement. Et une enquête récente réalisée par Amnesty International en Belgique renforce et donne des chiffres qui sont encore plus alarmants. Et ça, c'est la conséquence de la crise Covid qui a amplifié l'agisme bienveillant dans la population générale. Comment expliquer en partie ça? Donc il y a les éléments démographiques, il y a les éléments économiques, tous ces vieux à la retraite et si peu de jeunes pour financer ces retraites, et donc ça génère une vision négative. Mais il y a aussi paradoxalement la médicalisation du vieillissement qui s'est opérée dans les années 70 et qui a d'ailleurs été extrêmement cristallisée dans le contexte des maisons de repos, puisque c'est dans les années 70 que le S, maison de repos et de soins, s'est ajouté à maison de repos et qu'on a importé dans ce secteur le modèle hôpital et qui a associé de manière étroite vieillissement à maladie et à déclin de la santé.
Dans ce contexte-là, le Covid est venu, on va dire, tirer à boulet rouge, si je puis dire, puisque vous le savez que 1% de la population belge vit en maison de retraite, ça représente plus de 50% des décès liés au Covid durant les premières vagues, et ce qui est vrai pour la Belgique est vrai pour la plupart des pays dans le monde. Toujours est-il que le vieillissement de la population est donc un des plus grands bouleversements qu'on va connaître pour ce 21e siècle, et donc implique des enjeux considérable à plus d'un niveau. On l'a évoqué, il y a toute la question du financement de la retraite. Donc on sait qu'il faut 4 jeunes en emploi pour financer la retraite d'un aîné. Ça, c'était la situation d'il y a peu. On sait que dans une dizaine d'années, il faudra 2 jeunes en emploi pour financer la retraite d'un aîné. Donc ça veut dire que le risque, la pression financière est doublée. Il y a toute la question de la capacité de la société de répondre aux besoins spécifiques des aînés en matière sanitaire et médico-sociale, avec entre autres le système de sécurité sociale. Il y a la régulation du développement des gérontechnologies qui sont souvent développées de manière bancale et donc peu pérennes, entre autres dans le temps du point de vue économique. Il y a la question des informations, la promotion de l'éducation à la santé tout au long de la vie, et en particulier la formation des professionnels du secteur. J'aime chaque fois rappeler ce chiffre interpellant. Tout médecin, qu'il soit spécialiste ou généraliste ou tout paramédicaux, qui soignent vont être confrontés dans leur pratique professionnelle à plus de 50% de patients âgés. À part les pédiatres, si vous êtes oncologue, 70% des personnes que vous soignez sont des personnes de plus de 65 ans. Si vous travaillez dans le secteur du soin à domicile, c'est 80%. Si vous travaillez dans le secteur des maisons de retraite, c'est 100%. Et quand on demande quel est le pourcentage d'heures de formation dans vos cursus de base qui concerne le vieillissement, c'est parfois 0%, parfois à peine 4%. Donc je suis amené à soigner des gens pour lesquels j'ai peu, voire pas de qualification, et là il y a un enjeu naturellement majeur. Dans les enjeux, il y a aussi la question de l'accompagnement des aidants, et dans les aidants, on peut tout autant inclure l'aidant familial proche que l'aidant professionnel. Dixit, on revient sur des enjeux de la sensibilisation et de la formation. Et puis il y a d'autres enjeux comme la paupérisation des populations plus âgées. On peut dire que le principe « les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent » c'est particulièrement vrai quand on considère le vieillissement. Et donc il y a une augmentation drastique des personnes âgées qui deviennent précarisées financièrement. La pension moyenne annuelle est à peine de 1 200 € et on estime que 15% des aînés sont sous le seuil de pauvreté. Et donc là aussi, il y a des enjeux à considérer. En tout cas, ce groupe de travail, après plusieurs réunions, avait déjà estimé qu'on pouvait traiter ces enjeux au travers de la question du bien vieillir chez soi, puisque ce bien vieillir chez soi permet de cristalliser à peu près une série des points qui ont été évoqués par avant. Et donc, je vais décrire succinctement la méthodologie de travail. On a envisagé l'habitat du point de vue vraiment très anthropologique, avec 2 extrêmes dans l'habitat. Il y a le domicile actuel des personnes, et il y a l'autre extrême du continuum qui est l'institution pour personnes âgées. Si on considère le premier extrême qui est le domicile, là aussi on peut décliner la question en 2 modalités. Il y a le bâti existant, c'est-à-dire les bâtiments qui ont été construits ces 100-150 dernières années. Et puis il y a les nouvelles constructions ou la rénovation de bâtis qui est un autre enjeu. Si on se focalise sur le parc immobilier existant, on a des anciennes constructions souvent réalisées sans considérer la question de la dépendance et du grand âge. Et donc on a des constructions qui sont souvent inadaptées pour ces personnes et qui les contraignent soit à des grands aménagements comme escalier Stana et autres, qui quand la maison est revendue à un jeune vont être arrachés. Et donc on construit, on déconstruit, on construit, on déconstruit, ce qui n'est pas extrêmement bon tant du point de vue écologique que du point de vue économique. Naturellement, les enjeux là sont les enjeux du maintien à domicile, avec toute la question aussi des aides à domicile, l'intégration de technologies et de domotique qui participent à la sécurité des personnes chez elles, et différentes modalités d'aménagement et de rénovation de l'habitat pour le rendre compatible avec le vieillissement. Pour cet enjeu-là, il y a eu plusieurs éléments et plusieurs publics qui ont été auditionnés. Donc les auditions sont toutes faites en virtuel compte tenu de la situation sanitaire. En l'occurrence, ici, c'était CEDOM, qui est une fédération d'aide à domicile ici en Wallonie, la FEDOM.
On a aussi eu l'occasion d'interroger des gens, plutôt des sociétés développant des solutions industrielles et techniques, comme la société Massana, qui est plutôt un outil de communication où le soin est centré sur une tablette au domicile des personnes. Avec tous les enjeux éthiques que soulève ce type de dispositif à domicile, mais qui sont des dispositifs qui peuvent être pertinents et utiles. Il y avait aussi l'initiative Ergo 2.0, qui consiste à avoir des ergots de quartier qui peuvent entrer dans le domicile des personnes âgées et amener à des solutions d'aménagement, mais aussi à l'intégration de technologies dans le bâti des personnes qui en ont besoin. Il y avait aussi des Québécois, donc ici c'était Caroline Bergeron sur la question de la ville amie des aînés. Donc on sait qu'il y a certaines communes qui ont essayé d'implémenter ça en Belgique, pas au niveau de ce qui se fait au Québec, mais c'était assez intéressant d'avoir le point de vue de l'existant au Québec. Des associations telles que Bras Dessus, Bras Dessous, ici, qui sont un dispositif peu cher et pourtant assez intéressant de solidarité dans les voisinages, avec des voisins qui sont associés vraiment à des personnes âgées dans le quartier, qui sont des outils de surveillance assez pertinents, donc cette solidarité voisinage. Et puis il y avait même le fonds de logement des familles nombreuses de Wallonie qui offre des prêts dans la rénovation d'un bâti pour pouvoir accueillir chez soi un parent âgé avec dépendance. On avait également les acteurs de l'accueil de jour comme On Bonjour et aussi de la convalescence comme le directeur de Spa Nivesé qui était venu en audition. Et dans le même ordre d'idée, on a également eu au niveau de l'ADMR une personne venant parler de la question des maisons d'accueil communautaires qui se rapproche un peu d'un dispositif d'accueil de jour, même si c'est moins formalisé comme l'accueil de jour. Ça, c'était ce qui était pour le domicile existant et le bâti existant. En ce qui concerne les nouvelles constructions, là, l'enjeu, c'est le fait que le constat que les architectes et agents immobiliers qui font des nouveaux bâtis ou rénovent des bâtis existants ou des immeubles prennent peu, voire pas du tout en compte la question de la dépendance dans leurs projets de nouvelles constructions, et que là, il y a vraiment un enjeu pour les inciter plus à aller dans le sens, un peu comme ce qui a été les démarches qui ont été faites pour l'énergie d'un bâti. Ils ne sont pas contraints de le faire, de prendre en compte ça, et les particuliers ne se projettent pas dans et qu'adviendra-t-il lorsque je serai vieux et avec des difficultés éventuelles. Et donc là aussi, il y a toute une réflexion qui est en train de s'opérer dans la littérature scientifique, entre autres sur l'innovation architecturale, avec la question de bâtis qui sont modulables et qui peuvent donc se moduler en fonction de l'évolution de ma dépendance. La question du design du mobilier et aussi l'adaptabilité de ce design, la domotique à nouveau, d'intégrer des architectes d'intérieur, et puis de créer peut-être des indicateurs tels qu'un PEB, mais qui serait axé sur la question de la dépendance, sur la notion de dépendance au même titre que sur la question de l'énergie du bâti. Parmi les intervenants qui ont été sollicités, il y a Catherine Elsen, qui est une ingénieure architecte de l'ULG, qui travaille beaucoup sur ces questions de l'urbanisme, entre autres, et des questions liées au vieillissement. On a d'ailleurs déposé ensemble un projet FEDER et une note IIS récemment. On a aussi auditionné Alain Legros, qui a quelques projets au travers de sa société ITAC, et entre autres un projet à Neuchâteau de logements qui sont dans l'optique de favoriser l'inclusion et donc intégrant autant la question du handicap que du vieillissement des personnes. Mais il y avait aussi, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, le projet du Jardin des Paraboles qui est sur le site de Lessive, qui est naturellement toujours en cours d'attente d'obtention des permis, mais qui est un projet qui se veut innovant par rapport à la question de l'intergénérationnel et de considérer un bâti tout au long de la vie. Et aussi, on avait... c'est les 3 personnes qui avaient été auditionnées sur ce registre. Au niveau des institutions pour personnes âgées, qui est l'autre extrême du continuum, là, on était sur le constat d'un système qui a peu évolué. Et naturellement, la crise sanitaire a mis un coup de projecteur, sans compter quelques éléments de presse récemment
parfois un peu excessifs, mais en tout cas qui ont quand même encore tiré à boulet rouges sur le secteur, dixit le livre de Christophe Castaner sur, je pense que c'est sur la crise Orpea. Et donc l'excès de médicalisation et de marchandisation du secteur, donc cette question de la médicalisation, c'était un des éléments que j'étais venu aborder lors de l'audition il y a à peu près 2 ans, et donc l'impact de la crise sanitaire que j'ai évoqué tout à l'heure. Ici, l'enjeu, c'est l'évolution nécessaire du secteur, avec l'évolution des normes, du cadre, des modalités d'encadrement, et si on doit synthétiser ce changement, d'être dans une approche plus comme à la maison, comme d'ailleurs ce qui s'est opéré comme changement dans le secteur du handicap, plutôt que comme à l'hôpital, changement qui s'est opéré par contre pour le secteur des maisons de repos dans les années 70 et qui n'a fait que s'amplifier avec le temps. Là, il y a des groupes de travaux aussi qui participent et qui travaillent et coordonnés par Madame la Ministre. Et là, on a auditionné entre autres Nicole Poirier, c'est sans doute dans une structure qui s'appelle Carpe Diem et qui se trouve à Trois-Rivières au Québec. C'était une des premières personnes qu'on avait auditionnées et qui a été assez inspirante pour le groupe et qui montre qu'on peut faire comme à la maison sans que ce ne soit plus cher. Ce qu'elle propose est 75% du prix d'une structure standard, les CHSLD au Québec, qui sont le même modèle que nos maisons de repos et de soins chez nous. Donc je pense que sa structure correspond à peu près à 90-95% du cahier des charges de ce qu'on dit être le changement de culture du secteur. Et puis, on avait aussi auditionné une architecte, Fanny Serres, qui est un bureau d'architecture qui a fait sa thèse dans la question de l'impact de l'environnement sur la santé des personnes, et qui a un bureau d'architecture à Montpellier et qui travaille beaucoup sur la rénovation, des projets de rénovation ou de construction dans le secteur des maisons de repos, et qui a une approche qui s'inscrit vraiment dans cette dynamique de comme à la maison et pas comme à l'hôpital. Naturellement, la question de l'habitat est souvent abordée strictement sur cette dichotomie domicile-institution, c'est l'un ou l'autre. Mais bien entendu, il y a toute une série de projets et de nouvelles formes de vivre ensemble qui existent, qui n'ont pas encore une grande visibilité dans la littérature scientifique, mais qui méritent d'être considérés comme la mixité générationnelle, l'habitat intergénérationnel, les habitats collectifs. On entend pas mal parler aussi du système Abbeyfield. Et donc là, on a pu auditionner les gens de l'ASBL Habitat et Participation qui accompagnent des gens dans la mise en place d'habitats groupés, mais aussi voir des initiatives qu'on trouve assez intéressantes comme un toit dosage, où ce sont des étudiants qui louent une chambre chez une personne âgée avec un win-win. L'étudiant a une chambre à un prix modique pour pouvoir faire ses études et réalise quelques tâches. Ça ne coûte rien, ça je trouve une belle initiative, mais on s'était interrogé sur comment la déployer plus et l'élargir au-delà de la question des étudiants pour créer d'autres formes de solidarité. Voilà un peu la méthodologie. Maintenant, je laisse la parole à chacun pour aborder les questions des recommandations, qui sont ici des recommandations non exhaustives, puisqu'il y en a une 50aine dans le rapport, mais chaque membre du groupe a souhaité mettre un coup de projecteur sur certaines de ces recommandations, et donc je laisse la parole à Joël. Merci, Monsieur Adam. Et effectivement, Joël, je t'en prie. Madame Capompolé. Merci, Monsieur le Président. Alors, après cette explication sur notre méthode de travail, sur les différents constats que nous avons pu avoir dans le cadre des auditions, moi, je vais évoquer les recommandations transversales. Ensuite, Diana, Mathilde et Laurent évoqueront différentes autres recommandations, puis je reviendrai encore, Monsieur le Président, pour les recommandations relatives aux institutions. Alors, je voudrais insister encore une fois sur la nécessité, et ça a été répété par plusieurs collègues, de tenir compte avant tout de la décision, de l'avis, de la volonté des personnes âgées, et ça passe par un renforcement des outils de participation pour mettre les seniors, en fait, au cœur du processus de décision dans toutes les politiques à mettre en place pour les aînés en Wallonie. Et même envisager une commission délibérative sur le bien vieillir, parce que c'est un
un plan qui doit pouvoir s'installer sur les prochaines années, dans la durée, qui doit être évolutif en fonction de ce que la société va encore nous amener comme challenge, comme enjeu par rapport à cela. Un autre élément qu'il était important pour nous de remettre dans les recommandations transversales, c'est pour pouvoir être le plus adéquat possible dans les mesures et dans les politiques, c'est de renforcer la collecte de données liées au vieillissement et à l'allongement de l'espérance de vie. On s'est bien rendu compte dans le travail que nous avons eu à faire qu'il n'était pas évident d'obtenir vraiment les informations sur les attentes et les besoins du public cible. Et donc, il y a les universités, les instituts scientifiques publics, d'aide à la décision. Je pense qu'il faut les mobiliser avec les associations d'aînés pour qu'ils puissent nous fournir ces éléments. Et enfin, combattre les préjugés liés au vieillissement et à l'agisme, les freins finalement au bien vieillir dans la société, avec encore une fois toute une série d'associations et d'acteurs de terrain qui y travaillent. Pour ma part, je voudrais aussi insister sur les différences d'expertise en fait. Finalement, il y a toute une série de spécialistes et de professionnels qui possèdent vraiment l'expertise en matière de personnes âgées, mais n'oublions jamais, encore une fois, que les personnes âgées et leur entourage aussi, entourage proche, partagent l'expérience de vie. Et donc, c'est important d'avoir une réflexion qui, finalement, les mette ensemble autour de la table. Merci pour votre attention. Merci, Madame Kapompoli. Madame Nikolic. Merci, Monsieur le Président, et merci à Stéphane Adam pour sa présentation. Donc effectivement, moi je vais revenir sur quelques recommandations. D'abord, pour tout ce qui est maintien à domicile, puisque c'est vraiment ce que l'on veut privilégier, le maintien à domicile, ou en tout cas dans quelque chose comme à la maison le plus longtemps possible. D'abord, une recommandation transversale, parce qu'il y a déjà pas mal de projets qui existent, Stéphane l'a expliqué, et ce que certains investisseurs porteurs de projets nous ont dit, c'est que parfois les normes, les réglementations existantes pouvaient être des éléments de blocage, et donc parmi les recommandations transversales, on a mis effectuer une analyse de la législation wallonne afin de pointer les blocages existants et permettre une amélioration de la prise en charge des seniors au domicile. Donc ça, c'est vraiment un travail de base que l'on recommande, que l'on demande au gouvernement. Alors, ensuite, pour aller plus loin, et Stéphane l'a dit aussi, actuellement, ni les particuliers, ni les professionnels de l'immobilier, de la construction, etc., n'intègrent la question du vieillissement lors de l'achat, la rénovation ou la construction d'un logement. Et nous voudrions vraiment que la modularité, l'adaptabilité des logements soit intégrée en amont de tout projet, que ce soit de construction ou de rénovation. Alors, on a, dans le cadre de nos auditions, dans nos discussions, beaucoup échangé sur comment arriver à cet objectif. Alors, on pourrait passer par la contrainte. Vous savez, à titre personnel, en tant que maire, en tant que libéral, je ne suis pas tellement pour la contrainte. Mais de toute façon, ce qui est ressorti des auditions et des discussions, c'est que en mettant des normes supplémentaires au moment de la construction, de la rénovation, il faut être attentif parce que la multiplication de ces normes, elle n'aide pas à la lisibilité, à la compréhension, et elle pourrait décourager même les personnes qui souhaiteraient se lancer dans un tel investissement. Donc, peut-être pas aller vers l'adoption de normes supplémentaires. Et alors, un point d'attention aussi que notamment Alain Legros nous avait donné, ou Christophe Nillon, c'était de dire, attention, que construire ou rénover un bâtiment pour qu'il soit adapté, ça ne coûte pas forcément plus cher. Par contre, lorsqu'on construit notamment, il faut prévoir des appartements plus grands pour la mobilité intérieure, pour l'adaptabilité, et c'est peut-être là que ça coûte plus cher. Et donc, comment finalement arriver à faire qu'il y ait une plus-value à ce choix? Notre réflexion, elle va vers un processus de labellisation, en fait, et Stéphane l'a un peu esquissé, comme ce qui se fait au niveau énergétique, donc une sorte de PEB, mais qui serait une grille d'évaluation à l'adaptabilité d'un logement. Voilà pour une première proposition. En amont de ça, évidemment, il y a un travail de sensibilisation à faire
faire aussi. Parce que ce que Stéphane Adam a exprimé tout à l'heure, ça semble être le bon sens même, mais parfois, si ça va sans le dire, ça va encore mieux en le disant, et donc pouvoir sensibiliser les professionnels du bâtiment et les particuliers, les citoyens, à l'importance de prévoir en amont de tout projet de construction ou de rénovation cette idée de modularité, d'adaptabilité au vieillissement. Alors dans nos recommandations, il y a aussi le fait d'envisager une modification du code d'été adapté aux réalités du vieillissement et visant à accompagner le maintien au domicile. Voilà pour quelques recommandations. Et alors, il y avait aussi cette idée en filigrane que actuellement, la VIC, d'une part, mais aussi les mutuelles, donnent des subventions pour les modifications, les adaptations au logement, et qu'on pourrait avoir une réflexion sur le fait de lier ces subventions, finalement, à un meilleur cadrage des choses et de ce processus, notamment de labellisation. Voilà pour un premier point plus sur le maintien à domicile. Alors, à côté de l'adaptation des briques, si je puis dire, il y a l'idée de pouvoir soutenir, booster en fait le développement de toute une série de solutions technologiques, de la domotique, ça a été évoqué. Alors on parle souvent de gérontotechnologie. Personnellement, je suis pas fan de ce terme, mais plus largement, voilà, je souhaiterais, et c'est ce qui ressort de nos recommandations, qu'on puisse vraiment booster la silver economy. D'abord parce que c'est pourvoyeur de débouchés, d'emplois, et puis parce que voilà, c'est vraiment au service d'une série de technologies, de développement, d'applications au service de la personne âgée. Maintenant, on a pointé dans notre rapport évidemment une série de questions et de points de vigilance par rapport à tous ces développements, parce que d'abord, il importe de bien mettre la personne âgée au centre des préoccupations. Je regarde où on en est dans la présentation. Voilà un exemple, par exemple, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, vous voyez Billy qui est un pot de fleurs qui parle. Et si je le disais tout à l'heure, quand on parle d'agisme bienveillant, voilà, parfois on peut faire pire que mieux. Et on est clairement ici dans un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, moi je dis souvent que le jour où je commence à parler à un pot de fleurs, il faut peut-être vraiment envisager de me placer en institution. Donc nous voulons un développement de technologies, de solutions au service de la personne âgée, au service de ses besoins, et donc il faut vraiment bien mettre ses besoins au cœur. Et là peut-être aussi qu'il faudrait voir quel rôle la VIC notamment pourrait jouer comme sorte de chef d'orchestre, mais aussi de garant d'un développement qui va dans le bon sens, parce que je parlais de quelques points de vigilance qui se retrouvent dans notre document. C'est clair que ça pose des questions en termes d'éthique. Il faut éviter aussi la fracture numérique. Donc voilà, on a pris tout ça en considération, mais néanmoins nous pensons que l'innovation technologique est une source de solutions qui peut permettre de bien vieillir en Wallonie et à domicile, ou en tout cas comme à la maison. Alors, j'ai parlé d'innovation dans le bâtiment, j'ai parlé d'innovation technologique. Un troisième point que je voudrais mettre en avant, c'est aussi l'innovation au niveau de l'offre et de la façon dont on envisage cette offre. On a eu l'occasion d'investiguer, d'entendre, d'auditionner des acteurs qui ont développé des solutions innovantes, alternatives, et on voudrait vraiment avoir une réflexion, enfin que le gouvernement, donc ça fait partie aussi de recommandations qui se retrouvent dans ce document, qu'on puisse soutenir l'innovation dans des projets, mais un petit peu au cas par cas. Donc peut-être laisser tomber les appels à projets qui sont souvent fort cadrés, aller vers quelque chose de plus simple, de plus souple, de plus rapide, pour permettre de financer via un fonds peut-être des projets vraiment au cas par cas, des projets qui sortent de la vision hygiénique,
hygiénistes qui sortent finalement de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a déjà un appel à projet, notamment pour des projets de type tube qui a été lancé par la ministre, mais nous on voudrait vraiment aller plus loin pour permettre de faire émerger des projets qui tout simplement mettent en place des bonnes pratiques et qui permettent de faire évoluer les choses. Et donc ça pourrait passer par la création d'un fonds. On n'a pas vraiment investigué plus avant comment faire. Nous on demande au gouvernement, on leur dit ce qu'on aimerait qu'il soit fait, mais on lui laisse encore la liberté de décider comment agir. Mais ça nous semble être une piste vraiment à creuser. Voilà pour quelques éléments qui me tenaient à cœur pour essayer de déconstruire une vision aujourd'hui qui est un petit peu trop hospitalière, hygiéniste, et vraiment afin de créer ou recréer de véritables lieux de vie, si ce n'est le maintien à domicile, des lieux de vie où on se sent comme à la maison. Je vous remercie. Merci Madame Nikolić. Madame Van Dorp. Alors, on l'a dit, les personnes ont envie de pouvoir rester dans le milieu dans lequel elles vivent depuis longtemps. Si Diana a plus abordé l'aspect du bâti, on sait aussi que pour ce maintien à domicile, il faut que la personne soit aidée de manière différente. Parfois, c'est juste pour venir s'assurer que les médicaments soient bien pris. Parfois, c'est pour un petit coup de nettoyage. Parfois, c'est pour aider à préparer à manger ou d'autres choses encore. Parfois, pour une séance de kiné. Et donc, une des priorités que nous portons dans ce rapport, c'est vraiment de pouvoir renforcer cette approche pluridisciplinaire de cette prise en charge du vieillissement et du maintien en autonomie des aînés à leur domicile et dans leur quartier pour vraiment pouvoir répondre à ce besoin réel et donc intégrer réellement une politique globale et transversale de soins et d'aide à la personne. On a en effet des informations sur cette difficulté et cette perte d'autonomie, mais il faut pouvoir bénéficier de statistiques en région wallonne et d'une analyse aussi de la législation pour pouvoir identifier les freins à l'accompagnement au domicile et qui contraignent souvent un habitant à changer de lieu de vie. Et souvent, quand il change de lieu de vie, il se retrouve en maison de repos, avec ce terme qu'on a beaucoup remis en question aussi lors de nos échanges. Et ça avait aussi été un point lors d'un débat sur la RTBF, où Alda avait d'ailleurs proposé maison de vie plutôt que maison de repos. Alors, on ne sait pas si c'est non plus ce terme-là qui est idéal, mais en tout cas, on trouve qu'il y a quelque chose à trouver sur cet aspect-là aussi. Et alors vraiment, Stéphane le disait, on a vu de nombreuses associations. On a vu de nombreux exemples qui existent. On a parlé d'Abbeyfield, des logements kangourous, des cotes partagées, personnes âgées avec un étudiant, etc., les voisins bénévoles. Il existe plein de choses qui correspondent finalement à des réalités de terrain bien précises. Alors, il faut pouvoir soutenir ces projets existants, faire des échanges de bonnes pratiques pour éventuellement les développer dans d'autres parties de la région wallonne où ça peut l'être, parce que ce qui se fait dans le Luxembourg n'est pas nécessairement la même réalité que ce qu'on peut avoir à Charleroi ou à Mons, et donc qu'on puisse avoir finalement cet échange de bonnes pratiques sur ce qui existe partout, que ces situations existantes puissent être soutenues, comme le disait Diana aussi, pas via des appels à projets, car il y a plein de choses qui existent, mais qu'on puisse soutenir et finalement pérenniser ce qui est existant aujourd'hui, et également alors les développer ailleurs. Un autre projet intéressant, par exemple, c'était aussi les ergothérapeutes de quartier, qui mettent en place sur base volontaire des soins de quartier axés sur la prévention et la promotion de la santé et le lien social. Et donc, il faut réellement que ces ergothérapeutes puissent travailler en lien avec les SAFA, les ASI, etc., pour pouvoir développer ensemble des projets et avoir une réalité globale et transversale de chacune des situations. Alors, voilà.
pour la personne, il faut qu'elle puisse être aidée, et donc pour ça, il faut bien entendu du personnel, et clairement une revalorisation de ce personnel aussi. On sait que le service d'aide à domicile a connu une évolution constante et importante ces dernières années, tant dans sa capacité d'organisation que dans son adaptation au public visé. On sait que c'est un grand pourvoyeur d'emplois, en particulier vers un public peu qualifié. Et donc, il faut pouvoir lui ajouter finalement des formations à haute valeur sociétale. C'est vraiment une profession qui mérite d'être revalorisée et soutenue en Wallonie pour pouvoir attirer plus de personnes vers cette filière, si on veut justement renforcer ce maintien à domicile. Alors, les centres de coordination de soins et de l'aide à domicile doivent aussi être revalorisés pour avoir un meilleur maillage du territoire et une action coordonnée des différents acteurs qui interviennent au domicile. Et on sait que pour les personnes âgées, c'est parfois difficile d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas qui arrive à la maison alors qu'on a toujours su se débrouiller seul. Et il faut aussi pouvoir finalement faciliter cet accueil du personnel là où aujourd'hui on a des stéréotypes qui sont parfois bien ancrés, que ce soit pour la personne âgée qui doit accueillir quelqu'un à son domicile, mais aussi pour les familles où on a finalement un intrus, même si on ne met pas ce terme, c'est voilà, un inconnu qui arrive dans la maison. Et donc il faut aussi pouvoir casser un peu ces préjugés et ces stéréotypes pour que le relationnel puisse se passer le mieux possible, et pourquoi pas renforcer aussi la visibilité des services de médiation familiale et avec des liens et des partenariats entre ces services et les services d'aide à domicile pour pouvoir créer encore une fois un maillage et un lien important. Alors on n'a pas parlé ici encore des aidants proches. Là aussi c'est un terme, en fait on a beaucoup parlé vocabulaire et de termes inadaptés avec l'accompagnement des aidants proches qui jouent un rôle central. Et là aussi le terme n'est pas nécessairement adéquat. On sait que c'est aussi une compétence qui est partagée avec le fédéral, mais on trouve vraiment qu'il est important de pouvoir travailler sur ce point-là aussi. Et également encore peut-être un petit point, cartographier les services existants pour évaluer leur pertinence et territorialiser aussi l'aide et le soin à domicile. Mais comme je le disais, plein de choses existent. L'associatif est hyper présent sur le terrain. Il ne faut pas vouloir non plus tout institutionnaliser et tout étatiser finalement. Soutenons l'associatif existant pour qu'il puisse justement être pérenne et se développer. Alors volontairement, on n'a pas beaucoup parlé finances. Et je terminerai avec ça. Encore une fois, parce que bien sûr c'est au niveau du gouvernement qu'il faudra prendre la main sur ces points-là, mais vous vous en doutez, on en a beaucoup parlé sous la législature passée, mais aussi au début de législature ici. Les engagés ont clairement travaillé à un moyen de financer cette révolution finalement pour les personnes âgées, c'est l'assurance autonomie. Et donc on n'a pas brouillé les débats au sein de notre groupe de travail en remettant ce point financier et cet aspect-là sur le tapis, mais vous vous en doutez, c'est un point important pour nous, et donc on y reviendra prochainement. Et comme le disait Joël, le travail n'est pas fini aujourd'hui, il ne fait que commencer avec encore de nombreuses rencontres qui pourraient avoir lieu, et donc on abordera à ce moment-là alors l'aspect financier et cette idée d'assurance autonomie qui peut s'appeler autrement, qui peut mais en tout cas qui permet d'amener une situation pérenne et financière correcte. Voilà, c'en est tout pour ma partie. Merci Madame Van Der pour votre expression. Je cède la parole à Monsieur Evart.
Merci, Monsieur le Président. Mais donc, moi, je vais, après, je dirais, avoir pris les murs, avoir pris les professionnels ou les proches autour des personnes âgées. Ici, je vais prendre un peu la communauté et ce qui doit être autour des personnes âgées. Et par rapport aux derniers propos de ma collègue, par exemple, Madame Mathilde Van Dorp, il y a des mesures et des recommandations qui ne coûtent rien et qui peuvent faire évoluer et changer la culture face aux aînés. Et ici, je vais reprendre deux mesures, deux recommandations qui coûtent rien, mais qui pourraient faire évoluer les choses. La première, c'est les conseils consultatifs communaux des aînés. Je suppose que vous connaissez ou que dans vos communes, vous avez ce style de conseil. Alors, dans certaines communes, elles sont fort dynamiques et ça se passe très bien et c'est quelque chose de très positif pour nos aînés. Par contre, dans d'autres communes, on voit que ça se limite à peut-être une ou deux activités sur l'année et pas plus. Alors qu'il y a une réelle dynamique autour de ces conseils consultatifs du principe de ville amie des aînés, où on prend la vie, et on l'a vu dans les exemples québécois qui nous ont été présentés, c'est de prendre beaucoup plus en amont la vie des aînés dans leur ville. Parce qu'un aîné, ben voilà, il doit être entouré d'une communauté. Une des premières communautés, c'est quand même ses voisins, sa ville, son village, en fonction de où on habite en Wallonie. Et donc, nous voudrions évaluer les conseils consultatifs communaux des aînés pour que dans l'avenir, il y ait une réelle dynamique au sein de ces conseils. Deuxième mesure, je dirais, de vieillir dans la communauté, c'est le principe de Zorgwonen qui existe en Flandre. Et donc, c'est simplement le principe de faciliter le fait de soit accueillir mes parents ou un aîné chez moi, ou bien d'aller pouvoir dormir chez mes parents et ou un aîné. En fait, simplement, ce principe existe déjà en Flandre, où ça permet de faciliter et de casser, je dirais, tous les problèmes et les murs administratifs qui peuvent être mis. Et donc, il suffit simplement d'aller reprendre l'exemple flamand pour pouvoir l'intégrer et le mettre dans notre législation. Et on voit qu'il y a certaines aussi recommandations, mesures qui, je dirais, ne coûtent rien, mais qui pourraient faire évoluer dans un autre sens que simplement l'institutionnel. Mais il faut aussi penser à ça. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue. Merci, chers collègues. Donc, je terminerai avec une recommandation principale concernant les institutions pour personnes âgées, parce que finalement, on a eu ici tout le continuum de la vie et c'est quand même une recommandation en plus qui, je pense, reprend des éléments évoqués par les collègues, par notre expert et en plus différentes recommandations reprises dans le rapport, à savoir la nécessité de déconstruire la vision d'un accueil et de structures centrées uniquement autour d'un environnement hygiéniste en fait. Sortir de la logique d'un lieu ultra médicalisé pour privilégier la logique du comme chez soi. Je ne parle pas du restaurant, mais c'est vraiment d'être chez soi. Voilà. Et finalement, en faire des lieux où on donne une jolie coloration aux années qui nous restent à vivre. Et là-dessus, je voudrais revenir sur une préoccupation de ma collègue Sabine Roberti, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, mais qui suit ce dossier et qui continuera à le suivre, je pense, à l'avenir. C'est vraiment évoquer la question de l'importance des rituels de fin de vie aussi. Et ça a été aussi l'occasion dans nos débats, dans nos discussions, de mettre ceci en évidence. Merci en tout cas pour tout le travail réalisé. Et avant que notre expert puisse donner les conclusions et les perspectives, je voudrais vraiment remercier les collègues, les collaborateurs de groupe, parce qu'au-delà du travail très sérieux que nous avons réalisé, ça a été aussi l'occasion pour nous d'avoir des échanges constructifs, positifs, bienveillants pour un projet qui, je pense, devra être encore porteur de sens pour la Wallonie dans les prochaines années. Merci. La conclusion va être courte, puisque globalement, l'essentiel a été dit. Rappeler simplement qu'on avait, on considère ce rapport comme introductif, donc on est au clair sur le fait qu'il n'y avait pas, et pas les moyens d'exhaustivité, mais que c'était un premier brassage entre guillemets de la situation dans les différents secteurs qui concernent l'habitat et le vieillissement.
mais que donc nous espérons qu'effectivement, et moi je le dis à titre personnel, que ces questions puissent être, mais je sais que c'est vrai pour les membres du groupe, que ces questions puissent continuer à être maturées et travaillées par la suite. Certains secteurs n'ont d'ailleurs peut-être pas suffisamment été intégrés dans nos discussions, comme la question des aidants et des associations d'aidants. Donc voilà, vu la situation sanitaire, on n'a pas pu aller explorer sur site un certain nombre de dispositifs. On parle beaucoup du Danemark, entre autres, avec le fait qu'ils ont un accompagnement du vieillissement qui permet de ne plus avoir de maisons de repos, ou en tout cas pas comme on les connaît actuellement. Donc je pense que c'est un dispositif qui mériterait d'être considéré, et on a tous envie d'aller faire un team building au Danemark, à Copenhague. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment, il y a des choses qui sont locales et qui pourraient amener à encore approfondir certains développements et peaufiner ces éléments avec une dimension qui sera naturellement le rapport coût-bénéfice qui devra à chaque fois être intégré dans la réflexion. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet laurentevart.be.